Nous sommes de retour sur Direct Marché et j'accueille Frédéric Rollin, le conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de la rétrospective de la semaine. Chaque vendredi, on fait cet exercice-là. On revient un petit peu sur les grands événements qui ont marqué la semaine. Alors on va commencer par la BCE. C'était la réunion hier donc de Mario Draghi, conférence de presse finalement qui était attendue, mais sans vraiment beaucoup de surprises au final. Non, il n'y a pas énormément de surprises. C'est-à-dire qu'effectivement, la BCE a déjà fait beaucoup de choses. Et maintenant, elle va être beaucoup plus dans le discours. Et compte tenu de la direction des marchés qui avait été, depuis le début de l'année, on peut le dire, plutôt négative. On a, je crois, le plus mauvais, pour le Standard & Poor's, le plus mauvais départ de l'histoire de cet indice. Eh bien, on s'attendait à une BCE qui serait un petit peu plus accommodante et qui rassurerait les marchés sur sa capacité éventuellement à agir. On l'a fait un petit peu, elle a rassuré quand même. Voilà ce qu'elle a fait. Elle a dit, voilà, il n'y avait pas de limite, en fait. Grosso modo dans son action, et si jamais effectivement les choses tournaient mal de façon économiquement en Europe, probablement elle pourrait agir un peu plus. Donc ça c'est plutôt rassurant pour les marchés. D'ailleurs la réaction a été plutôt positive. Bon, maintenant c'est encore effectivement des liquidités potentielles qui ne sont pas là clairement cette fois-ci apportées par les banques centrales. Aujourd'hui je crois que le marché prend ça comme une bonne nouvelle, mais enfin c'est pas fondamental compte tenu de tout ce qui peut se passer par ailleurs. Il y a beaucoup de mise en doute en fait sur la capacité de ces politiques monétaires et on le voit bien en ce début d'année. Et alors justement, plutôt positif, mais je dirais assez modérément. Alors justement, sur ces marchés cette semaine, on a eu quand même, on a l'impression que les marchés font du yo-yo. On a eu des plus 3, plus moins 2, enfin, c'est assez étonnant ce qui se passe et on a un sentiment qu'il y a comme de la capitulation sur les marchés. En tout cas, bon, hier, sans parler du rebond d'hier. Ça va être nous c'est ce qu'on regarde effectivement, donc on a une très très forte volatilité qui s'accompagne quand même dans l'ensemble d'une baisse sur les marchés depuis le début de l'année, très significative. Effectivement, on peut se poser la question, est-ce que les marchés vont capituler? Quand on regarde les fondamentaux économiques, je pense qu'il n'y a pas véritablement de raison, pour autant qu'on ne croit pas, comme nous, à une récession aux États-Unis, mais on voit bien que, jour après jour, les marchés perdant du terrain, il y a des moins-values qui sont en train de s'accumuler et peut-être des investisseurs qui vont finir par craquer. Nous, on regarde, on a des indices comme ça. On est, par exemple, sur les marchés émergents, sur des niveaux de capitulation à peu près équivalents à ceux de 1998, un peu moins forts. Donc, on peut dire déjà que voilà, les marchés sont au bord de la capitulation. Nous, on ne pense pas qu'ils vont capituler, mais ils sont au bord. Mais il n'y a pas encore eu l'événement, l'événement, je dirais, fondateur du rallye qui suit. On se souvient, en 98, le marché avait baissé jusqu'à ce qu'à un moment donné, la Russie fasse défaut. À ce moment-là, c'était le moment d'acheter. Là, pour l'instant, on n'en est pas là. Nous, on pense qu'on aura plutôt des bonnes données économiques dans les mois qui viennent. Donc, pas de raison que les marchés capitulent, ne serait-ce que pour des raisons techniques. Vous tablez plutôt sur un rebond, finalement, là, des marchés nous, on pense que c'était le moment d'accumuler aujourd'hui sur les portefeuilles. La raison essentielle, c'est qu'effectivement, on a, je dirais, les facteurs de volatilité sont bien là. Oui, il y en a encore beaucoup. Mais ce sont des facteurs qui, pour nous, sont plutôt de court terme. Le pétrole ne va pas baisser indéfiniment. Et finalement, la baisse des prix du pétrole a un bon effet sur la consommation. Donc, ça tire immédiatement, ça pose un stress à la fois sur les investissements et puis sur les marchés financiers parce qu'il y a quand même beaucoup de crédits qui sont indexés sur les prix du pétrole. Néanmoins, à moyen terme, c'est quand même de la consommation. La dévaluation. C'est vrai que le pétrole, juste un mot dessus, c'est vrai que c'est aujourd'hui un des facteurs qui impacte le plus les marchés, qui inquiète beaucoup les investisseurs. On a eu en effet la Chine, on va y revenir, mais quand même ce pétrole, ça inquiète beaucoup et on sent que ça tire les marchés vers le bas. Alors effectivement, parce qu'on a aujourd'hui des baisses de... Ce qu'aiment bien les marchés, c'est les baisses des prix du pétrole, mais pas trop rapidement. Il faut donner le temps à des entreprises, des pays de s'adapter. Finalement, là, on a perdu comme 75% depuis depuis juin 2014, mais quand même, ça s'est pas fait ça s'est fait quand même progressivement. C'est sur une base historique quand même très rapide. Sur une base historique, c'est très rapide. C'est à peu près équivalent. Je crois qu'il y a eu un seul cas d'une baisse aussi rapide et aussi forte, c'était en 86, au moment où effectivement l'Arabie Saoudite avait décidé de punir en quelque sorte ses partenaires qui ne jouaient pas le jeu. Donc là, l'Arabie Saoudite a peut-être décidé de punir son allié américain, en tout cas l'industrie pétrolière américaine. Et donc de la même façon, donc, elle a ouvert les vannes et ça fait baisser les prix
et prix du pétrole très Vous pensez qu'on a atteint un plancher là sur le pétrole? Difficile à dire parce que aujourd'hui, ce que nous dit l'Arabie Saoudite, c'est qu'elle a Des réserves. Des réserves. Donc elle a d'abord des réserves de change très importantes qui peuvent lui permettre de tenir des déficits budgétaires sur le long terme. Puis en termes de coûts de production, ils nous ont annoncé récemment qu'ils étaient en dessous de 10 dollars en termes de coûts de production. Donc ils nous disent que il y a encore de la marge. Ça peut encore baisser. On a en plus l'Iran qui rentre en jeu. Alors on ne connaît pas exactement l'offre, mais en tout cas on sait qu'elle va être supplémentaire. Et aujourd'hui, ce qui contredit les anticipations, alors ça va finir par arriver, mais c'est qu'on a eu des fermetures drastiques de puits pétroliers aux États-Unis. Pas loin de 70% des puits ont fermé, et pourtant la production n'a baissé que 10%. Ouais. Donc, on ne voit pas encore vraiment l'impact aujourd'hui. Non, très peu d'impact. Vous pensez que ça va venir peut-être dans quelques mois voilà, les puits ferment et le prix du pétrole baisse. Il y a des entreprises qui vont se retrouver en difficulté, qui vont cesser d'opérer, et donc on aura bien ça, mais peut-être un peu plus tard, hélas, peut-être du coup dans une plus grande douleur, notamment pour le marché du crédit américain. Et là, c'est ça le problème, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'est pas investi sur l'industrie pétrolière, on se dit après tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais il y a beaucoup d'investisseurs, notamment sur le high yield américain, qui possèdent, du coup, parce que c'est dans les indices, des obligations sur le pétrole, qui perdent de l'argent, qui vendent, et l'ensemble du marché, du coup baisse. Donc le risque aujourd'hui, finalement, plus qu'un risque économique, de notre point de vue, c'est plus ce que commencent à craindre les marchés, un risque de crise financière, c'est-à-dire même si effectivement les fondamentaux économiques ne sont pas mauvais, il y a des relais, parce qu'il y a beaucoup de crédits dans l'économie, à travers le pétrole, jusqu'au portefeuille des épargnants qui peuvent jouer et transformer cette mini-crise en crise financière. Nous, on ne le croit pas, mais voilà, compte tenu de la baisse des marchés et de la volatilité, on ne peut pas ne pas considérer quand même ce risque. Autre élément à surveiller, c'est aussi la Chine. On a eu la publication du PIB sur 2015, finalement qui a rassuré, on va dire, les investisseurs. On a eu d'ailleurs ce petit rebond après sur les marchés. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes liées à la Chine, cette dévaluation du yuan, la communication de la Banque centrale qui a aussi inquiété. Et ce PIB finalement montre qu'il y a un ralentissement, mais qu'il n'est peut-être pas aussi brutal qu'on pouvait le craindre. Oui, alors on a effectivement eu déjà des actions quand même de la Banque centrale qui a fortement baissé ses taux ces derniers mois. On a sur le dernier trimestre, effectivement, de la relance budgétaire. Les dépenses budgétaires chinoises sont en train d'être relancées assez fortement et ça se voit déjà dans les investissements autoroutiers, ferroviaires, etc. Donc il y a quand même une politique de relance de la croissance qui est un petit peu tardée, mais enfin maintenant qui est là. Donc on devrait quand même avoir des meilleurs chiffres. Les chiffres du PIB, bon, vous savez, quand les marchés sont très volatiles, évidemment, et qu'il y a des risques, bon, on a toujours peut-être l'impression que c'est un petit peu truqué, etc. Donc le marché y apporte un crédit moyen, ça viendra sur le long terme, mais néanmoins on a quand même aujourd'hui des chiffres économiques, et d'ailleurs des surprises économiques aujourd'hui en Chine qui sont un petit peu meilleures. On voit que l'indice des surprises économiques de Citigroup est en train de remonter progressivement. Donc moins de mauvaises nouvelles, donc je crois que c'est pas là que de là est véritablement que vient la volatilité de marché, mais on a cette dévaluation du yuan aujourd'hui qui est assez prononcée par rapport au dollar. Mais qui pour nous n'est pas, je dirais, ce n'est pas la PBOC qui cède du terrain sur le marché et qui va finir par craquer. Elle a quand même 3 400 milliards de dollars de réserve, elle a 60 milliards effectivement de dollars de nouvelles réserves qui arrivent chaque mois grâce au commerce extérieur. Donc c'est quand même, voilà, ça va être difficile de faire tomber la maison. En revanche, ils sont en train tout simplement d'ajuster le yuan par rapport à un panier de monnaie au lieu de l'ajuster par rapport au dollar. Ils l'ont déclaré, maintenant ils ont un panier de monnaie de 13 monnaies. Le dollar représente un petit peu plus de 20%. Et le dollar a fortement monté. Donc aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est un ajustement du yuan par rapport à la hausse du dollar. Donc on s'est fait peur pour rien quelque part. Alors je dirais en termes, il y a deux peurs. Il y a la première peur qui est de dire, voilà, la PBOC perd le contrôle. Ça, nous, on ne pense pas. Donc cette peur, elle est infondée. Il y a une deuxième peur économique qui dit, malgré tout, ils dévaluent. Ça, c'est pas très bon quand même, puisqu'ils vont exporter leurs problèmes de croissance dans le monde. Donc ça va améliorer leur commerce extérieur à eux. Nous, ça va nous poser nécessairement quelques problèmes. Et puis aussi pour les pays asiatiques qui, eux, effectivement, sont toujours accrochés au dollar et qui ont des dettes en dollars, que vont-ils faire avec cette Chine qui est quand même le bloc économique central qui commence les pays émergents qui souffrent beaucoup. à bouger. Donc,
il peut y avoir aussi des liens financiers, Ouais. notamment à Hong Kong, qui peuvent poser problème. Pour terminer, en 5 secondes, les éléments à suivre la semaine prochaine, vous allez suivre quoi, vous? Alors nous, on va suivre l'Allemagne, on a l'IFO. C'est vrai que l'Allemagne, aujourd'hui, la plupart des données économiques en Europe sont plutôt bonnes. Il y a juste la production industrielle allemande qui est en retard Mhm. et qui fait mentir aujourd'hui les enquêtes auprès des entrepreneurs qui sont plutôt bonnes. Donc là, on va suivre, on va voir s'il y a réellement un problème en Allemagne ou finalement s'ils sont en train de repartir. Donc l'IFO va nous donner des indications. On aura pas mal de chiffres économiques aux États-Unis. Moi, je regarderai particulièrement la confiance des consommateurs parce que c'est, je dirais, ce qui axe aujourd'hui notre scénario positif. Tant que le consommateur américain est là, je pense qu'on peut, il faut pas, voilà, faut pas craquer, faut plutôt accumuler. Et puis, Très bien. pour regarder les risques très précis, la Russie, on a deux chiffres, les ventes de détail et la production industrielle. On va voir à quel point la baisse des prix du pétrole impacte ce pays et s'il y a véritablement à s'inquiéter un petit peu plus. Ils ont révisé à Ouais. la baisse leur croissance, jusqu'où on peut aller. Merci Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Merci. On passe à la suite de Direct Marché.